La routine. Allez-y, maître Altit. Merci, Monsieur le Président. Well, if you drink before you... Peut-être un verre d'eau avant de commencer? Bon, enfin, je suis un peu inquiet si vous devez déjà boire avant même de commencer. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, permettez-moi de vous lire une phrase qui pose les termes du débat, qui éclaire la raison d'être de notre discussion et qui explique pourquoi il doit y avoir une décision de non-lieu. Et je cite: « Aucune déclaration ni aucun document n'expose explicitement la volonté de Laurent Gbagbo ou celle des membres dans son entourage immédiat de rester au pouvoir, même s'il fallait pour cela user de violence envers des civils. » Fin de citation. Tout est dit. Et par qui? Par le procureur lui-même, puisque ce que je viens de vous lire se trouve dans sa réponse écrite au paragraphe 1109. Cette réalité que le procureur est obligé de reconnaître donne à comprendre pourquoi il n'a jamais véritablement répondu aux questions que nous avons posées dans nos soumissions. Car de réponses réelles, argumentées, raisonnées, je n'en ai pas vu dans sa réponse écrite et je n'en ai pas entendu dans son exposé oral. Rien sur le prétendu cercle d'initiés qui aurait conçu et mis en œuvre le soi-disant plan commun. À partir de quand ce groupe se serait-il réuni, constitué en groupe? Se serait-il organisé? Nous n'en savons rien. Quelle aurait été sa structure, sa hiérarchie, son mode de fonctionnement? Il n'en est rien dit. Qui en aurait fait partie? À quelle époque? Quel aurait été le rôle de chacun? Mystère. Parlons du soi-disant plan commun. Qui en aurait été à l'origine? À quelle époque? Qui aurait participé à sa conception? Qui aurait décidé de sa mise en œuvre? Il n'est jamais répondu par le procureur à une seule de ces questions. Le procureur est incapable de donner un seul élément précis sur le cercle d'initiés qui aurait conçu et mis en œuvre le plan commun, et aucun élément précis sur le plan commun lui-même. Plus même, vous aurez noté, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, qu'à aucun moment le procureur ne parvient à définir ces deux notions. Pour éclairer l'une, il se rapporte à l'autre. Il ne fonde sa supposition qu'aurait existé un cercle d'initiés que parce qu'il postule l'existence d'un plan commun. C'est parce que des individus se seraient réunis pour concevoir et mettre en œuvre ce plan commun qu'ils auraient, d'après lui, constitué un cercle. Et le plan commun, comment l'aborde-t-il? Comme la production de ce cercle, qui n'a jamais pris la peine de déterminer une production qu'il prend pour acquise du fait qu'il postule l'existence du cercle d'initiés. Autrement dit,
il ne définit ni le cercle ni le plan commun. Autrement dit encore, il ne répond à aucune question légitime concernant la réalité même de ce cercle d'initiés et l'existence même du plan commun. Et la date de mise en œuvre de ce plan commun, il serait utile de la connaître, non? S'il y a eu un plan commun, il y a eu un avant-plan commun et un après-plan commun. Or, le procureur est incapable de distinguer cet avant et cet après. Et ce n'est pas faute pour la défense d'avoir posé la question. Dès les débuts, par exemple en 2012, les réponses sont variées. Les deux premiers documents du procureur comptant les charges, en 2012 et 2013, ne font état de l'existence d'un plan commun qu'à partir de 2010. Le document contenant les charges, de janvier 2014, fait tout à coup remonter le plan commun à 2000. Et ce, parce que la défense avait démontré lors de l'audience de confirmation des charges de 2013 qu'il était absolument impossible d'avancer qu'un plan commun aurait été conçu et mis en œuvre en 2010. Le procureur a donc dû repousser l'origine du plan commun dans le passé pour tenter d'échapper à cette impossibilité factuelle. Le type prend en photo. Parlons un instant du soi-disant plan commun. Et parlons-en ayant à l'esprit ce qu'ont dit les témoins du procureur et ce que nous avons appris de la preuve documentaire. Intégrer des opposants au gouvernement dès l'année 2003 pour constituer un gouvernement d'union nationale. Y inclure ensuite les rebelles. Tenter, année après année, mois après mois, de tout faire pour parvenir à pacifier le pays, de tout faire pour satisfaire les rebelles, jusqu'à nommer en 2007 le chef des rebelles, Guillaume Soro, Premier ministre. Franchement, est-ce que ça ressemble à la mise en œuvre d'un plan commun? À propos de Guillaume Soro, il est resté Premier ministre du président Gbagbo jusqu'aux élections de novembre 2010. À ce titre, de 2007 à 2010, il avait la haute main sur le gouvernement, sur les administrations, sur l'armée, sur la police, sur la RTI. Comment, dans ce contexte, imaginer même la mise en œuvre d'un plan commun? Ça n'a aucun sens. Et c'est bien le problème du procureur. Comment faire coïncider des accusations avec la réalité que nous ont donné à voir ses propres témoins? Une réalité dans laquelle ces accusations n'ont pas de place. Alors la solution qu'a trouvée le procureur, Madame, Monsieur, c'est inventer une autre réalité. C'est ce qui vous a été, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, présenté ici. Une réalité propre au procureur, bien différente de celle qu'ont donné à voir ses propres témoins. Prenons l'allégation selon laquelle aurait existé une structure parallèle. C'est le seul moyen qu'a trouvé le procureur pour contourner le fait que pendant toutes ces années, l'armée et la police ivoirienne ont eu un comportement républicain, luttant contre des attaques menées, année après année, par des troupes de mercenaires étrangers contre les institutions de la République. Mais lorsque l'on pose des questions concernant cette soi-disant structure parallèle, aucune réponse n'est donnée par le procureur. Comment cette structure parallèle aurait-elle été organisée? Qui en aurait été les chefs?
Quelle aurait été la chaîne de commandement? Quels ordres, contournant la chaîne hiérarchique normale, auraient été transmis? Pour quel résultat? Il n'y a jamais répondu de façon satisfaisante. Lorsque l'on creuse pour tenter de comprendre cette allégation, lorsque l'on s'intéresse par exemple à ce qu'ont dit les responsables militaires appelés par le procureur, tout ce qui constituait l'allégation même disparaît. Par quelque angle qu'on la prenne, que ce soit sous l'angle d'une unité particulière, sous l'angle du commandement de cette unité, sous l'angle de soi-disant ordres illégaux, sous l'angle d'éventuels donneurs d'ordre appartenant au cercle d'initiés, il n'y a rien, strictement rien. Aucune réponse, jamais. La seule méthode du procureur pour essayer de faire croire à l'existence d'une structure parallèle est la suivante. Tenter de conforter un morceau d'allégation. Par exemple, qu'il aurait existé une unité faisant partie de la soi-disant structure parallèle, en utilisant des présupposés, tels que l'idée, par exemple, que cette unité aurait été commandée par des extrémistes, ou qu'elle se serait livrée à des actes criminels, ou qu'elle aurait été placée sous les ordres de membres du cercle d'initiés, mais sans jamais prouver ces présupposés. À chaque fois, ce ne sont que suppositions qui se transforment dans l'exposé du procureur en affirmation. Autrement dit, le procureur tente de démontrer qu'aurait existé une structure parallèle en postulant l'existence de cette structure. Et il n'y a là, comme pour tout le reste, aucune démonstration. C'est la même méthode qu'il suit toujours, c'est la même méthode que j'ai exposée à propos du cercle d'initiés et du plan commun. Personne, et je dis bien personne, de crédible parmi les témoins du procureur n'est allé dans le sens de l'existence d'une structure parallèle. Personne n'est allé dans le sens de l'existence d'un cercle d'initiés. Et personne n'est allé dans le sens de l'existence d'un plan commun. Et à propos de hiérarchie parallèle, le procureur qui prétend que des unités de l'armée auraient été constituées en vue de la mise en œuvre du plan commun, dans les années précédant la crise post-électorale de 2010, n'explique pas pourquoi les chefs de l'armée, dont les témoignages ont montré qu'ils étaient d'origine et de confessions diverses, et qu'ils n'étaient en aucune manière inféodés au président, ne se seraient pas inquiétés de la création de telles unités. Et pourquoi le gouvernement de Guillaume Soro n'y aurait pas mis le haut là? Et les ordres, les fameux ordres illégaux, les ordres révélant un dessein criminel que le procureur prétendait avoir été donné par les membres du soi-disant cercle d'initiés aux officiers de la soi-disant structure parallèle. Il n'y en a pas un seul. Le moyen pour le procureur d'expliquer cette absence d'ordre, le moyen qu'il a trouvé pour combler un tel trou dans sa démonstration, quel est-il? De ne pas répondre, du moins de ne pas répondre de manière satisfaisante. Par exemple, à propos de la prétendue utilisation de mortiers en mars 2011, le procureur dit, et je le cite, ce sont les transcrits du 1er octobre, version française, page 58, lignes 18 à 22, numéro T221. Je cite, l'accusation fait valoir
qu'il n'y avait pas d'ordre écrit explicite concernant l'utilisation de mortiers de 120 mm à Bobo en mars 2011. Précisément parce que ce document aurait directement impliqué M. Gbagbo et toute la chaîne de commandement dans la conduite criminelle de tir de but systématique sur une zone résidentielle. Fin de citation. Donc, pour le procureur, l'absence d'ordre ne veut pas dire absence d'ordre. Contrairement à ce que commande le bon sens, mais constituerait au contraire la preuve qu'il y aurait eu un ordre. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, c'est une façon étrange de raisonner. C'est le même procédé intellectuel que le procureur a utilisé tout au long de sa réponse écrite et de son exposé oral, en laissant entendre de façon constante que l'absence de preuve directe de l'existence d'un soi-disant plan commun constituerait en fait la preuve de l'existence de ce plan commun. Autrement dit, une absence de preuve est pour lui la preuve évidente d'un complot. Voilà la démonstration. Le problème, c'est qu'à cette aune, tout devient preuve. Mais le problème, c'est que cette soi-disant preuve ne peut jamais reposer sur quoi que ce soit. Les seuls ordres dont il est fait état dans le dossier sont des ordres normaux donnés par des gradés de l'armée et des gradés de la police à leurs subordonnés en vue de prévenir les attaques de groupes de rebelles lourdement armés contre les institutions ou en vue de défendre la population. À propos du comportement de l'armée et de la police, un mot. Il est remarquable que les témoignages donnent à voir des hommes et des officiers agissant dans un cadre légal, s'interposant quand cela était nécessaire entre groupes armés d'obédiences diverses, des hommes qui ont défendu, quand cela était nécessaire, les institutions de la République. Le procureur ne répond pas quand il s'agit de savoir comment une armée multiethnique, dont les commandants avaient été nommés à tous les niveaux, au mérite, se serait soudainement transformée en 2010 en une armée monoethnique s'attaquant à la population et aux institutions de la République. Pourquoi ? Il n'y répond pas parce que l'armée n'a jamais été monoethnique en Côte d'Ivoire. L'armée est restée l'armée, comme l'ont dit ses témoins. Et c'est l'armée de Côte d'Ivoire, rassemblant des officiers et des hommes d'origine de confessions diverses, qui a défendu la République et ses institutions. Et qu'ont dit aussi les témoins du procureur, Monsieur le Président, Madame, Monsieur. Ils ont indiqué que les interventions de l'armée et de la police avaient été faites selon les règles, que le droit international humanitaire avait été respecté et que toutes les mesures avaient été prises en toutes circonstances pour que les civils ne soient pas les victimes de la guerre qui faisait rage entre les rebelles et les autorités républicaines. Puis réfléchissons un instant. Si les commandants de l'armée avaient eu un comportement criminel, n'est-ce pas ? Auraient-ils été promus, comme l'ont été la plupart d'entre eux,
par Alassane Ouattara, une réalité que le procureur ignore parce qu'elle le gêne. La réalité est plus simple. Nul besoin d'imaginer une structure parallèle. La police, puis l'armée, ont été attaqués à Abidjan dès décembre 2010 par des rebelles infiltrés pendant les mois précédant les élections présidentielles, et elles se sont défendues. Elles ont ensuite été attaquées et détruites par l'armée française, avant qu'Abidjan soit envahi par l'armée rebelle venant du Nord, composée notamment de mercenaires étrangers et de dozos. Voilà la réalité simple et voilà la vérité. Ces attaques n'étaient pas les premières. Les mêmes chefs rebelles, aidés par les mêmes mercenaires, avaient tenté de prendre le pouvoir au président Bédié, puis au général Gueye, avant de lancer une attaque générale contre la Côte d'Ivoire en septembre 2002. Il est révélateur que le procureur tente de passer sous silence, là encore, cette réalité gênante, alors que ces témoins les plus crédibles, ont expliqué qu'il n'y avait jamais eu qu'une seule crise en Côte d'Ivoire, crise qui a duré une dizaine d'années, marquée par des tentatives incessantes de rebelles soutenus par l'étranger de prendre le pouvoir. Ce à quoi ils sont parvenus finalement en 2011. Est de ce point de vue extrêmement révélateur le refus du procureur de prendre en compte cette réalité et de répondre aux questions simples de la défense concernant les attaques rebelles. De même, le refus persistant de l'accusation de donner des éléments précis sur les groupes armés rebelles et leur ordre de bataille, tant à Abidjan qu'en dehors d'Abidjan, est frappant. Vous aurez noté que ni dans sa réponse de 1000 pages, ni dans son exposé du début du mois d'octobre, le procureur ne donne d'éléments utiles, se contentant de reconnaître à contre-cœur la présence à l'époque de groupes armés à Bobo, tout en minimisant leur rôle, mais surtout tout en essayant de les exclure de son narratif. Ce procédé a comme conséquence d'empêcher de saisir l'enchaînement causal et donc la réalité du déroulé de la crise. C'est une manière trompeuse de présenter les événements. C'est une manière de les présenter qui ne reflète pas ce qu'ont dit les témoins d'accusation. Mais la réalité est là. Ce qu'ont dit les témoins du procureur est là. La réalité est têtue. Mêmes attaques rebelles pendant toutes ces années, mêmes causes et mêmes effets. En 2010 et 2011, comme en 2000, comme en 2002, comme en 2004, l'assaut a été donné par les mêmes rebelles contre les institutions. Mais en 2011, contrairement aux années précédentes, l'armée et la police n'ont pas réussi à préserver les institutions détruites sous les coups de boutoir de l'armée française. Tout est là, Monsieur le Président, Madame, Monsieur. La police et l'armée, en 2010 et 2011, étaient sur la défensive, subissant jour après jour des attaques de groupes lourdement armés. C'étaient les rebelles qui attaquaient et les forces de sécurité de Côte d'Ivoire qui se défendaient, et pas le contraire. C'est ce qui ressort de tous les témoignages.
mais c'est aussi ce que le procureur tente désespérément de cacher. Car alors disparaîtrait la fausse réalité qu'il vous présente et apparaîtrait la véritable réalité, celle d'une attaque planifiée contre les institutions, devant permettre à Alassane Ouattara de se saisir du pouvoir par la force. C'est pourquoi le procureur ne peut répondre à des questions simples. Parce qu'y répondre serait donner à voir cette autre réalité. Y répondre serait confesser l'existence d'une construction, d'une fabrication. Parmi ces questions simples, pourquoi? Parmi les manifestants du 16 décembre 2010 se cachaient des groupes armés. Et si ce n'était pas le cas, par qui auraient été tués soldats et policiers le 16 décembre? Et pourquoi les attaques venant de groupes armés dissimulés parmi les manifestants ont-elles eu lieu concomitamment aux attaques menées par les blindés et les troupes rebelles venant du Golfe, le même 16 décembre? Pourquoi les images d'un prétendu mitraillage le 3 mars 2011 d'un groupe de femmes par un véhicule de l'armée sont-elles datées du 7 janvier 2011? Pourquoi? Et pourquoi ces images qui sont censées avoir été prises dans la continuité semblent-elles monter? Le procureur n'explique pas. Par exemple, pourquoi, lorsque les images montrent, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, les engins du convoi passer, il n'y a pas de corps sur la route? Et pourquoi les corps n'apparaissent qu'après le passage du convoi et sa disparition à l'horizon, au moment où la caméra se retourne pour filmer l'endroit que le convoi a quitté depuis un certain temps? Pourquoi? Pourquoi, alors que le procureur allègue que le 17 mars 2011, il y aurait eu, en provenance du camp Komodo, 6 tirs de mortier, 6, sur des zones habitées d'Abobo, son seul témoin, et encore un témoin absolument pas crédible, P239, est incapable de donner des détails simples, par exemple, de donner la date à laquelle ces tirs auraient eu lieu. Et pourquoi ce témoin, le seul, ne parle-t-il que de 2 tirs? Il y a un problème. Soit ce témoin dit la vérité, mais alors il n'y aurait eu que 2 tirs ce jour-là. Soit son témoin ment, et la démonstration du procureur sur l'origine des tirs ne repose sur rien. Vous voyez, le procureur ne peut dire à la fois une chose et son contraire, sans susciter logiquement un doute raisonnable. Et ce n'est pas l'expert sur lequel il s'appuie qui peut changer cet état de fait, puisque cet expert a été incapable de présenter une conclusion claire et définitive. Pourquoi? Concernant les incidents allégués du 12 avril 2011, le procureur n'est-il pas capable de donner un seul élément qui permettrait de désigner précisément les auteurs de ces actes allégués? Et sans avoir identifié les auteurs, comment faire un quelconque lien avec un soi-disant plan commun? D'autant plus que nous savons que le chaos régnait à cette époque dans le quartier qui était livré à la criminalité de droit commun et au pillage. Monsieur le Président, Madame, Monsieur,
répondre à ces simples questions n'est pas possible au procureur. Car y répondre reviendrait ipso facto à ce qu'il détruise son propre narratif. À titre d'exemple de la manière dont l'accusation tente d'éviter de répondre aux questions, revenons un instant sur le 16 décembre 2010. Rappelons le narratif du procureur. Les policiers, gendarmes et militaires des forces ivoiriennes auraient attaqué des manifestants pacifiques pro-Ouattara pour les terroriser et permettre ainsi au président Gbagbo et aux membres du prétendu cercle d'initiés de se maintenir au pouvoir. Le problème est qu'il apparaît qu'au cours de la marche, policiers et militaires ont été attaqués par des groupes lourdement armés. Et qu'il apparaît qu'il s'agissait en fait d'une attaque militairement planifiée. En effet, les soldats rebelles cantonnés à l'hôtel du Golfe menaient au même moment une attaque à revers contre les forces gouvernementales, dans le but de, comme annoncé la veille par Guillaume Soro, se saisir du pouvoir. Tout est clair. Or, le procureur, pour évacuer la question de la présence de groupes armés rebelles, actifs pendant la marche prétendument pacifique, et pour évacuer leur rôle dans les incidents, nous dit, et je cite, les transcrits de l'audience du 1er octobre 2018. T221, c'est la version française, page 26, lignes 10 à 20. Et je cite. Depuis la procédure de confirmation des charges, l'accusation n'a de cesse d'admettre qu'il y ait eu des victimes parmi les FDS le 16 décembre 2010. Je vous renvoie à notre document de notification des charges amendé. Écriture numéro 592, annexe 1, et plus précisément, paragraphe 117. Toutefois, ces victimes au sein des FDS n'ont rien à voir avec le contexte de la marche, qui était à Cocody, autour de la RTI, et dans les alentours de la RTI. En fait, les témoignages qui figurent au dossier de l'affaire, corroborés par des rapports indépendants de la police et des FDS, montrent que les victimes parmi les FDS ont eu lieu principalement au carrefour Marie-Thérèse, lors d'une brève confrontation entre les soldats rebelles basés au Golf Hotel et à Bobo, près du carrefour PK18. Fin de citation. Autrement dit, le procureur admet l'existence d'incidents, sous-entendu du fait de groupes armés rebelles qui avaient attaqué les FDS. Mais il se garde de nous le dire. L'existence d'incidents au nord et au sud de la ville. Mais prétend que cela ne change rien à son narratif. Pour lui, la marche reste une marche pacifique. Alors, réfléchissons un instant. Premier problème. Les incidents du carrefour Marie-Thérèse, mentionnés par le procureur comme en passant, quels sont-ils ? Il s'agit d'une bataille dont vous avez vu les images, Madame, Monsieur le Président. Une bataille entre forces rebelles, lourdement armées venant de l'hôtel du Golfe, qui tentaient de pénétrer en ville, et les forces de sécurité ivoiriennes. Il est compréhensible que le procureur ne s'y attarde pas, car qui dit attaque des unités rebelles venant du Golfe, en même temps qu'attaque des groupes armés rebelles venant d'Abobo contre les FDS,
dit attaque concertée, dit planification, dit offensive militaire. Autrement dit, le procureur fait disparaître cette attaque de soldats rebelles venant de l'hôtel du Golfe de son récit, au sens qu'il ne lui donne aucune signification, puisque l'intégrer dans son récit serait reconnaître, ipso facto, qu'il ne s'agissait pas d'une marche pacifique. Deuxième problème. Comme cette réponse est un peu rapide, le procureur mentionne aussi dans sa présentation une, je cite, brève confrontation au carrefour PK18, qui aurait eu lieu le 16 décembre 2010. Qu'est-ce que ça signifie si on le suit? Qu'il y aurait pu avoir des incidents impliquant des groupes armés rebelles le 16 décembre, mais que ces incidents ne changent pas le caractère pacifique de la marche. Pour la raison, si on suit le procureur ou si on le comprend bien, que ces incidents auraient été circonscrits à Bobo. Première remarque, il y avait à Bobo les points de rassemblement de la marche. Donc distinguer entre Abobo et la marche est un peu curieux. Deuxième remarque, il y a eu des attaques contre les FDS au cours de la marche. À ce propos, les témoins nous ayant dit que les FDS avaient été attaqués, ce qui remet en cause le caractère pacifique de la marche, le procureur, pour tenter de sauver ce prétendu caractère pacifique, invente une nouvelle notion, la marche proprement dite. En clair, d'après lui, là où les FDS sont attaqués, ce n'est pas la marche. Là où ils ne sont pas attaqués, c'est la marche. Il y a la marche, puis il y a la marche proprement dite. Ici, la marche, pas d'incident. Attention, un incident, c'est plus la marche. Il ne nous paraît pas que cela soit un argument satisfaisant. Vous voyez, Madame, Monsieur le Président, à quel point le narratif de l'accusation est fragile. Et pourquoi est-il si fragile? Parce qu'il ne repose sur rien. Ou plutôt parce qu'il ne repose pas sur le résultat d'une enquête en bonne et due forme. Ce narratif n'est fondé que sur des présupposés, sur des a priori. Ce narratif est la copie conforme du narratif défendu par les autorités ivoiriennes actuelles, les anciens rebelles. Un narratif dont le procureur a repris le détail d'ailleurs. Peut-être est-ce pour cela que le dossier est marqué entre autres choses par des enquêtes défaillantes menées trop tard et conduites avec les autorités ivoiriennes, l'utilisation massive de oui-dire, l'absence systématique de corroboration lorsqu'il s'agit des allégations les plus importantes, l'absence de preuves médico-légales sérieuses. Pour répondre à ces failles béantes, mises en lumière dans les soumissions de la défense, pour tenter de colmater les brèches dans son raisonnement, le procureur a, dans sa réponse écrite et dans son exposé oral, présenté de nouvelles théories sur la façon dont il faudrait interpréter sa preuve. Le procureur procède ainsi systématiquement depuis le début de l'affaire. Il présente une interprétation qu'il dit fondée sur des éléments pour soutenir une allégation.
et quand il est mis en difficulté par la défense, présente une nouvelle interprétation. Lorsque la nouvelle interprétation est remise en cause, il propose une nouvelle interprétation à nouveau. Et ça n'a jamais de fin. Ce procédé, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, déjà problématique en soi, est inacceptable aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le procureur a déposé un mid-trial brief de 500 pages et que la raison d'être de ce mid-trial brief était de donner à voir le dernier état de la réflexion du procureur. Pourquoi? Parce que le procureur a terminé la présentation de son cas. Il ne peut donc revenir à volonté, quand bon lui chante, sur cette présentation et proposer de nouvelles interprétations quand la défense relève le caractère contradictoire ou incohérent des arguments développés dans le mid-trial brief. Aujourd'hui, le piège s'est refermé. À force de construire de nouvelles théories, le procureur s'est éloigné de plus en plus de ce qu'ont dit ses témoins. Cela apparaît très clairement dans sa réponse écrite et dans son exposé oral. Il ne s'appuie plus sur ses témoins. C'est d'ailleurs pas vraiment, jamais appuyé sur ses témoins. Il ne s'appuie pas sur ses témoins crédibles, sur ceux qui sont venus ici, parce que ces témoins donnent à voir une autre réalité que celle qu'il défend. Et désormais, la faiblesse de sa preuve apparaît en pleine lumière. Alors de quoi parlons-nous, Monsieur le Président, Madame, Monsieur? De la preuve en tant que telle. Non pas d'éléments de preuve qui pourraient être interprétés de telle ou telle manière, selon le point de vue choisi, mais beaucoup plus fondamentalement d'une absence de preuve, d'une absence matérielle de preuve. La question, en effet, contrairement à ce que semble penser le procureur, n'est pas de savoir si les éléments de preuve auxquels il fait référence, explicitement ou implicitement, sont convaincants. La question est d'abord de savoir tout simplement si le procureur dispose matériellement parlant de preuves, s'il existe ou pas une substance que l'on pourrait appeler preuve sur laquelle construire une allégation ou des allégations. Et la réponse est non. Il n'y a pas, de notre point de vue, matériellement de preuve. Il n'y a pas de substance démonstrative. Le point est que ce qui est présenté comme élément de preuve par l'accusation n'a en réalité pas le statut de preuve, car ces éléments ne sont présentés à titre de preuve que du fait d'une incompréhension fondamentale de la part de l'accusation du fonctionnement de l'État et des institutions ivoiriennes, que du fait d'une ignorance du contexte de la crise, que du fait d'une méconnaissance de la situation politique, culturelle, sociale, historique de la Côte d'Ivoire. Quand on creuse ces aspects du narratif du procureur, l'on s'aperçoit en effet que ce narratif est construit sur et uniquement sur des a priori qui n'ont qu'un lointain rapport avec la réalité. Ce narratif, tel qu'il apparaît, c'est un narratif préconçu, constitué avant toute enquête. Et c'est ce qui vous est présenté. Autrement dit, l'accusation ne présente rien ici qui ait une quelconque valeur en tant que preuve. C'est là le vrai débat. Vous devez vérifier si ce qui vous est présenté a une valeur quelconque sous l'angle de la preuve.
La question n'est donc pas d'examiner d'abord le caractère convaincant ou pas de ce sur quoi s'appuie le procureur. La question se pose beaucoup plus en amont. Elle consiste à savoir si le procureur dispose d'éléments ayant une quelconque valeur, pouvant avoir, si vous voulez, le statut de preuve. Le caractère convaincant ou pas de cette preuve ne pourra être examiné que dans un second temps. Autrement dit, la question est celle de savoir si le dossier est vide ou pas. Une fois constaté que le dossier est vide, la question du caractère convaincant ou pas de la preuve disparaît. Une fois constatée la vacuité du dossier, que reste-t-il? Une accumulation d'affirmations non étayées. Et Monsieur le Président, Madame, Monsieur, des affirmations ne font pas un cas. Cet examen qui porte sur l'existence ou la non-existence d'éléments pouvant avoir le statut de preuve constitue la raison d'être de la présente procédure. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de justice. Il s'agit d'examiner s'il convient de mettre un terme à une procédure dont il apparaît qu'elle n'est fondée sur rien. L'enjeu dépasse les questions techniques ou procédurales. L'enjeu, c'est la liberté d'un homme présumé innocent, un homme contre lequel il apparaît que rien de solide n'a pu être apporté par l'accusation. Et voilà pourquoi, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, il s'agit de justice. C'est Madame Barouin qui va continuer la présentation de notre réponse au procureur. Elle sera suivie par Madame Naouri et par le professeur Jacobs. Thank you, Maître. Le Président, merci Maître Altit. Maître Barouin, c'est à vous. C'est à vous. Bonjour, Monsieur le Président, Madame le juge, bonjour. Je voudrais me saisir du privilège de l'Ivoirienne qui s'adresse ce jour à votre juridiction pour exprimer la détresse et l'angoisse des Ivoiriens dont il a beaucoup été question dans la présentation du procureur et qu'on n'a presque pas entendu ici. Je me demande même si ceux qui sont venus, je veux dire les témoins, ont été écoutés et entendus par le procureur qui semblait se préoccuper des intérêts des Ivoiriens en octobre dernier. Honorable juge, l'intérêt des Ivoiriens qui rejoint d'ailleurs celui de la justice et de la vérité dans cette affaire et avant tout, cet intérêt est la compréhension des crises que la Côte d'Ivoire a connues. Cette crise que j'appellerais une succession d'attaques subies par les institutions républicaines de l'État. Et le point de départ pertinent de cette crise est bien évidemment les événements de septembre 2002. Donc cette attaque qui a été menée par les soutiens de M. Alassane Ouattara pour la prise de pouvoir. Et dans cette crise, on considère 2011 comme le point culminant. C'est pourquoi la compréhension de cette crise est importante, elle est essentielle et ce lien 2002-2011 est essentiel. Et voyez-vous, même les victimes qui participent à cette procédure font un lien entre la crise post-électorale de 2010-2011 et le coup d'État de 2002. Et ça,
ça se retrouvera dans leurs écritures de 10 septembre dernier, où donc elles précisent qu'il y a un lien entre les événements de la crise post-électorale et le coup d'État de 2002. Et honorable juge, en Côte d'Ivoire, tout ce qui s'est passé en 2010-2011 est perçu comme l'achèvement de la tentative de prise de pouvoir de 2002. Et là-bas, on fait référence à ces événements comme le coup d'État le plus long de l'histoire. Et ce n'est pas seulement les Ivoiriens qui le pensent. La compréhension donc des événements tragiques que nous avons vécus nécessite l'effort d'examiner l'ensemble des faits, de ne pas distinguer entre eux, de ne pas rejeter certains au nom d'a priori, de préjugés ou d'une conception particulière de la réalité. Il faut pouvoir analyser les tenants et les aboutissants de la crise initiée par les soutiens de M. Ouattara pour bien comprendre ce dossier. Et pour bien comprendre ce dossier, il faut faire l'effort de l'écoute nécessaire, cette attention qu'on porte aux autres. Pour le dossier ivoirien, donc celui qui nous concerne, il faut écouter et entendre les Ivoiriens, voir ce qu'ils ont dit, parce que c'est eux qui ont souffert de cette crise. Pour comprendre notre drame, il fallait entendre et comprendre tout ce qu'ont dit les témoins de l'accusation. Et ce qu'ils ont dit est bien différent de ce que le procureur vous présente. Dans ce dossier, l'accusation s'est d'abord forgé un récit et tenté ensuite, difficilement, maladroitement, de le border de brides de témoignages sortis de leur contexte. Il vous a présenté ainsi une accumulation d'extraits tronqués, de documents et d'interprétations pour le moins hardies sur ce qu'ont pu faire certains des protagonistes de la crise. Mais on ne peut pas longtemps ruser avec la réalité, parce que la réalité, c'est la vérité des faits. Elle est toujours là pour révéler la manœuvre, quoi qu'on fasse. Honorable juge, le procès pénal ne se nourrit ni de mythes, ni de légendes ou d'épopées, mais des faits tangibles décrits dans leur contexte précis. Le procès n'est pas la cité des analyses théoriques ou des déductions personnelles. Nous espérons que l'accusation aurait corrigé son narratif après le passage de ces nombreux témoins. Des témoins qui ont fourni la matière nécessaire pour que nous comprenions ce qu'a été cette crise. Tenu hélas par son exception à réécrire l'histoire de la Côte d'Ivoire, l'accusation n'a rien entendu et continue de servir des récits qui ne correspondent en rien à la réalité. Or, c'est la réalité qui doit constituer le socle. Sans la réalité, on ne peut pas analyser les faits. Et pour notre affaire, le socle est bien évidemment la réalité ivoirienne avant et après et pendant les faits incriminés. Et ce socle, il est fait de la vie d'un État, de l'histoire de ses populations, du fonctionnement de ses institutions. En un mot, ce socle, c'est le contexte socio-culturel et politique de la Côte d'Ivoire. C'est ce contexte qui devait constituer la clé de lecture des faits proposés par l'accusation. Or, à quoi avons-nous droit depuis le début de ce procès? À l'expression d'une méconnaissance profonde de ce qu'était la vie sociale et politique de la Côte d'Ivoire, comme si les témoins de l'accusation n'étaient jamais venus. C'est pourtant la responsabilité d'un procureur près d'une cour pénale de surcroît internationale de s'intéresser au contexte dans lequel s'inscrivent ces enquêtes, de comprendre comment interpréter les éléments de preuve qu'ils récoltent et de restituer les dires de ces témoins sans les dénaturer.
mais ici, le procureur a préféré construire sur du sable mouvant. On ne peut pas rester silencieux devant un tel entêtement, surtout après que ces témoins nous aient donné à comprendre la crise autrement que ce que présente le procureur. Honorable juge, les témoins du procureur ont renseigné sur plusieurs choses que l'écran de fumée de l'accusation ne peut voiler. Les informations données par les témoins éclairent l'histoire de la Côte d'Ivoire, cette histoire que le procureur voulait cacher. Les témoignages des témoins constituent sans l'ombre d'aucun doute, mais alors aucun doute, le rayon lumineux qui vient éclairer les ténèbres dans lesquelles on voulait plonger votre juridiction. Pourquoi le procureur voudrait-il ignorer une telle réverbération? Oui, mais pourquoi? Parce que tout simplement, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, le procureur refuse de perdre ses illusions. Agir autrement montrerait sans aucun doute qu'il n'a pas de cas. Il devait avouer qu'il interprète mal et constamment les éléments de preuve, les dires de ses témoins, les vidéos qu'il présente, les rapports de police ou tout simplement les actes judiciaires et autres documents des institutions ivoiriennes. Mais honorable juge, le procureur ne peut rester dans cette obscurité sans porter préjudice à la justice internationale, à la justice tout court, et sans oublier les populations de Côte d'Ivoire dont l'histoire est déformée depuis le début de ce procès. Comme vous le savez, présenter des faits sortis de leur contexte devant une juridiction pénale éloigne inéluctablement des règles et des principes. Fort heureusement, nous avons entendu et écouté les témoins du procureur. Ces témoins nous ont fait découvrir un pays africain bien singulier, la Côte d'Ivoire. Cette terre riche de diversité, de mélange, de partage, à l'image de ses cours communes. Ces cours communes, ces cercles d'entrée couchée d'une chambre-salon, ces cours aux innombrables portes, ces petits villages et campements dans la ville, ces cours où on vit ensemble, quelle que soit l'origine, l'appartenance ethnique, religieuse ou politique, ces cours où on vit en s'enrichissant les uns les autres. Oui, Monsieur le Président, honorable juge, les témoins du procureur ont parlé de cette terre des hommes. Cette nation aux cités et à carrefour de rencontres cosmopolites. Ces carrefours Bangui, Mauritaniens ou autres sans manquer, où le Gbaka ne manque jamais. Les Gbaka, autre lieu de vie et de rencontre. Oui, autre lieu de vie et de rencontre que ce minibus unique et propre au sol ivoirien. Ces bolides au nom évocateur, Monsieur Lièvre, chien enragé, les jaloux vont maigrir. Les Gbaka d'Abidjan arrangent bien les gens, comme dit la chanson. Qui pourrait se passer de ces météores qui fondent les jours et les nuits des bords de la lagune ébriée? Sur ces rues, chemins cabossés, ou plutôt ces caillebotis de nids de poules et de dos d'âne, je dirais, le Gbaka ne peut s'imaginer
sans ses chauffeurs, ses chauffards et ses balanceurs. Ces phénomènes aux journées bercées par les cris et les insultes des passagers. Ces usagers venus de tous les coins du monde. Je m'excuse, je vais ralentir. Il faut donc voir ces usagers s'enlacer parce que projetés d'un siège à un autre par les secousses de leur bolide. Et souvent, ce rituel se termine par de grands éclats de rire. Oui, un rire parfois nerveux, mais de joie, pour exprimer que leur bolide de 32 places ne s'est pas renversé dans le ravin, sauvant ainsi 38 personnes au moins d'une mort certaine. Monsieur le Président, le peuple ivoirien n'est pas constitué de blocs homogènes, de fanatiques violents unis dans la haine de l'autre, contrairement à ce que vous a dit le procureur qui semble ignorer le quotidien des Ivoiriens et leur perception du monde. Les Ivoiriens sont des gens simples, joyeux et ouverts. Le peuple de Côte d'Ivoire est un brave peuple. Il ne mérite pas tant de mépris. On ne saurait lui nier sa nature pour les besoins d'une thèse conjoncturelle. Cette nature faite de convivialité est son âme. C'est la bonne part qu'a eu ce brave peuple. Non, elle ne lui sera pas enlevée. Pourquoi cette obsession à présenter la Côte d'Ivoire comme une société divisée en blocs antagonistes par essence? Pourquoi cette approche qui revient à dresser les communautés les unes contre les autres? Pourquoi créer des frontières artificielles entre les gens? Pourquoi? Et pourtant, honorable juge, cette nation avec ses métissages raciaux et culturels, l'humour de ses populations et leur sens élevé de l'accueil ne peut entrer dans le moule des foyers de guerre tribales ou de confrontations communautaires ou ethniques. Les tentatives pour le faire ont été vaines jusqu'à maintenant. Le procureur voudrait réussir cet exploit. Par l'entêtement a servi un récit simpliste. Voyez-vous, honorable juge, dresser les communautés les unes contre les autres est devenu comme un reflet chez le procureur, au point qu'il en oublie de partir des faits dans ses enquêtes. Il préfère construire ses thèses à partir de la notion de camp antagoniste. Bienheureux ceux qui ont sa compassion. Malheureusement, Madame, Monsieur les juges, cette approche qui nous éloigne de la réalité est porteuse de violence, comme vous pouvez vous en douter. Nous l'avons souvent dit devant cette juridiction et le répétons parce que, de notre avis, il n'entre pas dans les missions de la Cour pénale internationale, encore moins à son avantage, de substituer la violence à la réconciliation, d'être facteur de division ou ennemi de cohésion sociale. Surtout que le préambule du statut de Rome nous renvoie, honorable juge, à une grande espérance des signataires. Préserver la mosaïque délicate que constituent les peuples.
Pour ne pas que cela soit une chimère, l'instrument mis en place à cet effet doit s'imposer dans la lutte contre l'impunité, le devoir moral d'accompagner les pays sous situation. Il faut faire donc très attention et être rigoureux quand il s'agit de l'histoire des peuples ou des populations. Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se casse, nous enseigne la sagesse populaire. Pour aider à maintenir les mosaïques, le procureur ne doit pas pousser à bout les communautés par des tableaux les dressant les unes contre les autres, surtout quand cela ne reflète pas la réalité. Le procureur présente la crise qu'a connue notre malheureux pays dans une approche purement théorique et superficielle. Elle n'est basée en rien sur une quelconque connaissance de la société ivoirienne, de sa vie politique, du fonctionnement de ses institutions. La thèse du procureur procède d'une perception faussée dès le départ et n'est que la rengaine de ce qu'il croit pouvoir la conforter. Mais rien ne peut conforter cette thèse quand tout a été dévoyé par ce que nous ont dit les témoins de l'accusation, donc ses propres témoins. Ces témoins-là qui avaient des responsabilités à l'époque de la crise en Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, au fur et à mesure des témoignages, la bâtisse construite par le procureur avec grande peine s'est petit à petit effondrée et a fini par disparaître. La construction théorique du début de cette affaire apparaît depuis ce qu'elle est. Une thèse sans substance, ne reposant sur rien. Et c'est pourquoi il n'existe pas de preuves la soutenant. Après cette année de prestidigitation, honorable juge, nous pouvons désormais dire avec Pierre Joignot, tant l'escamoteur renouvelle son tour qu'à la fin, on découvre les ficelles. La réalité en Côte d'Ivoire est bien plus complexe que ce que nous sert l'accusation. Nous l'avons dit, le redisons et ne cesserons de le dire. En Côte d'Ivoire, les crises ne sont pas l'effet des communautés dressées les unes contre les autres. Elles ne sont rien d'autre que les spasmes de l'ambition impertinente et incontrôlée de ceux qui ont eu accès aux armes. Ces bras armés des intérêts économiques et obscurs de stratégies qui n'ont d'autre dessein que la destruction des pays. Les témoins de procureur vous l'ont expliqué. Ils ont raconté à votre cour les tragédies des coups d'État menés par les rebelles dès 1999. Ils vous ont dit comment ceux-ci pillaient, tuaient, violaient et mettaient le beau pays à feu et à sang, et ce, à partir de 2002. Les témoins vous ont décrit la détresse des populations dans les années qui ont suivi. Le Nord n'y a pas échappé. Comme je vous l'ai déjà indiqué, je suis moi-même ressortissante du Nord. C'est donc vous dire que je suis très à l'aise sur cette question.
Encore un clin d'œil de la sagesse populaire, Monsieur le Président. 364 jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Et ce jour est arrivé. Autrement dit, le procureur a voulu présenter la crise de 2011 comme un règlement de compte ethnique, alors qu'il s'agissait d'une attaque menée de l'extérieur contre les institutions d'un État. Après avoir entendu les témoins du procureur, on le sait désormais. Et, toujours par chance pour le propriétaire, l'actualité ivoirienne de ces derniers mois vient et à propos confirmer que la Côte d'Ivoire n'est pas cette terre où des communautés se battent entre elles ou se poursuivent. Elle n'est pas ce lieu où les balles et autres boulets discriminent dans les marchés ou dans les foules multiethniques. Victime de manipulations démoniaques, la Côte d'Ivoire a toujours et vaillamment résisté à ces bourreaux qui veulent la voir anéantie, défigurée. Ces derniers échouent, mais recommencent, et échouent de nouveau. Mais ils échoueront toujours et encore, parce que, Monsieur le Président, les Ivoiriens sont un brave peuple. Toujours sur la vie en Côte d'Ivoire, les témoins n'ont pas manqué de vous dire que le président Gbagbo a toujours lutté pour le multipartisme et la démocratie et qu'il a toujours respecté la légalité. Vous avez entendu les généraux et les autres officiers. Ces derniers vous ont parlé de l'armée de Côte d'Ivoire et non de l'armée de M. Laurent Gbagbo. Pardonnez-moi d'insister, l'armée de Côte d'Ivoire, ce sont les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire et non les forces de M. Laurent Gbagbo, contrairement à ce qu'a tenté de vous faire croire l'accusation. Dans une république, l'armée n'est pas la propriété des dirigeants, elle est l'armée du peuple, une institution de la République. Et à cette époque, en Côte d'Ivoire, nous étions encore en République. Il ne faut pas l'oublier. Monsieur le témoin, Monsieur le Président, je voulais dire que par les témoins, nous avons donc appris que l'armée de Côte d'Ivoire était composée de militaires non seulement bien formés, avec des expériences nationales et internationales, mais mieux, des militaires respectueux des règles de leur corps et de celles du droit humanitaire. Des règles d'ailleurs réitérées aux troupes. Qu'importe si l'accusation n'y croit pas, il s'agit de la parole de ceux qui étaient sur le terrain, et cela compte bien pour sûr. Madame, Monsieur les juges, le président Laurent Gbagbo, il ne régnait pas sur le Sud comme le prétend le procureur. Il dirigeait la Côte d'Ivoire conformément aux règles constitutionnelles de cet État. L'accusation elle-même indique, sans désemparer, que M. Laurent Gbagbo était au moment des faits président de la République de Côte d'Ivoire et chef d'État. Et comme l'accusation ne l'ignore pas, je suppose, à l'instar des autres pays, le président de la République de Côte d'Ivoire est une institution qui a des prérogatives et un protocole de fonctionnement. La logique aurait voulu que l'analyse du procureur et que les éléments de preuve récoltés se fassent
à la lumière de la pratique et des coutumes de la fonction de président de la République. Pourquoi le procureur ne partit pas des règles, us et coutumes, des professions et des fonctions pour analyser les faits imputés aux autorités ivoiriennes? Est-ce à dessein? Ce serait pour l'accusation méconnaître ses propres obligations. Est-ce plutôt par ignorance? Alors là, ce serait pire. De notre point de vue, un procureur près cette cour devait connaître l'histoire des institutions des États partis et même en faire un point d'honneur. Pour celles des pays sous situation comme la Côte d'Ivoire, je parlerai même d'obligation. Mais il apparaît que le procureur ne semble pas connaître le fonctionnement d'un État et de ses institutions. C'est pour ça qu'il transforme systématiquement en élément à charge le moindre échange entre les officiers, entre les ministres, le moindre texte signé par le président de la République. Par exemple, un décret de nomination. Il veut qu'un décret présidentiel soit pris à plusieurs. Alors qu'en Côte d'Ivoire, nous avons un régime présidentiel et non un triumvirat. Monsieur le Président, voyez-vous, pour tenir dans son discours et nourrir son récit, le procureur a été obligé de faire disparaître du paysage toutes les institutions de l'État, comme si la Côte d'Ivoire n'était pas dotée d'un gouvernement, d'administration. Pourtant, les témoins nous ont donné à comprendre le fonctionnement des institutions ivoiriennes. Ils ont indiqué comment les administrations fonctionnaient malgré la crise et que chacun des membres de ces administrations était dans son rôle. Ils ont par ailleurs précisé comment les institutions ont tenté de résister de façon républicaine à une agression extérieure. Et l'accusation fait comme si les institutions n'existaient pas, comme si quelques individus tout-puissants avaient pu agir comme bon leur semblait. Monsieur le Président, non. Madame, Monsieur les juges, non. Honorables juges, Monsieur Laurent Gbagbo, alors président de la République et chef suprême des armées, n'était pas un chef de guerre. Il n'était pas le chef suprême des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Entendez, les FRC, qui, on le sait, étaient bâtis sur les forces nouvelles. Forces nouvelles, non prosaïques des rebelles qui ont mis la mère patrie à feu et à sang, laissant les populations dans le dénouement et la désolation. Ces populations qu'elles continuent d'ailleurs de terroriser. Si le procureur s'était quelque peu intéressé au contexte réel de ces enquêtes, oui, si le procureur s'était quelque peu intéressé au contexte réel de ces enquêtes, il n'agiterait pas comme cape de torero ou banderille de matador les morceaux de texte qu'il choisit d'utiliser pour tenter de vous convaincre. Ces extraits de discours qu'il présente comme toujours, systématiquement et maladroitement sortis de leur contexte. Monsieur Laurent Gbagbo, qui n'était ni chef de guerre, ni chef de rébellion, encore moins un rebelle. Monsieur Gbagbo, qui représentait le peuple de Côte d'Ivoire et dirigeait cette nation à ce titre, n'avait nul besoin de dissimuler des codes criminologènes dans ses discours.
il n'y avait aucun intérêt. Un seul petit effort de compréhension de sa part pour saisir le sens des textes, le sens évident même des textes. Et le procureur n'en serait pas à vous demander de jouer les devins, de remplacer le statut de Rome par une boule de cristal pour vous interroger la manière dont le public des co-accusés a interprété leur message. C'est ce qu'il vous demandait dans sa présentation du mois d'octobre. Et cela peut se retrouver au transcrit français T 2023. 223, pardon. Ainsi, si le procureur s'était un tant soit peu informé ou avait tout simplement écouté ses propres témoins, il aurait saisi la quintessence des rapports entre administration et le fonctionnement des institutions et le cadre d'intervention de l'armée prévu par la Constitution et les lois. S'il avait écouté ce qu'a dit ses propres témoins sur le fonctionnement des administrations ivoiriennes, s'il avait analysé les textes à sa disposition, il aurait pris la pleine mesure de ce qu'est la marge d'un président de la République et de ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Par exemple, mener des enquêtes judiciaires. Pour tout cela, il ne suffisait que d'un petit effort que le procureur s'est refusé malgré ses obligations professionnelles, celle de sa fonction, celle d'enquêter à charge et à décharge et d'écouter les gens pour ce faire. Et le procureur, toujours, à un moment de sa présentation du mois d'octobre, s'exclamait: la Chambre peut se demander pourquoi une interprétation serait plus crédible qu'une autre. Une interrogation surprenante, je dirais même téméraire, parce qu'il ne s'agissait pas de construction théorique contre construction théorique. La théorie n'avait rien à voir là-dedans. On parle de faits basés sur la réalité et on ne peut pas jouer avec les faits. Pour le procureur, il semble y avoir des réalités concurrentes, dont la sienne, bâtie de préjugés et d'idées préconçues, à l'opposé de celles du terrain, auquel il ne s'est jamais intéressé. Or, la réalité est toujours unique. Elle est vivante et ne se prête à aucune interprétation. Pour la découvrir, il faut faire l'effort de creuser, d'analyser les éléments à disposition, toutes choses malheureusement qui rebutent le procureur. Lorsque les anciens militaires ivoiriens sont venus témoigner devant vous, honorables juges, dans ce prétoire, la lumière fut. La vérité sur tout ce qui s'est réellement passé en Côte d'Ivoire s'est dévoilée, jaillissant comme une source d'eau pure. Ce que ces témoins nous ont dit suffit à comprendre l'enchaînement des événements de la crise de 2002 à 2011 et les objectifs des différents protagonistes. Ce qu'ils nous ont appris démontre à souhait que rien, absolument rien, n'étaye la thèse du procureur. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, j'en aurais fini. Les anthropologues nous enseignent que la vérité historique ou sociale est une force indomptable, quel que soit l'espace et le temps. Vous avez bien vu que c'est au prix d'une déformation de la réalité ivoirienne que le procureur tente de faire croire à votre juridiction qu'il a des éléments entre les mains. À la vérité, il n'a rien. Nous l'avons dit. Il n'a fait que construire sur du sable mouvant. On connaît le sort de tels ouvrages.
Il est donc vain de rester dans le déni quand toutes ces vérités se sont révélées tout au long de son cas. Était-ce vraiment si compliqué de les restituer et offrir à votre juridiction la panacée pour comprendre les éléments des preuves récoltées? Ces preuves qu'il vous propose. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, vous avez entendu et écouté les témoins qui ont comblé les lacunes de l'accusation. On ne peut donc rester sourd à ce qu'ils nous ont dit et suivre le procureur qui méconnaît la réalité ivoirienne. Faire cela serait sortir des règles du droit pénal, trahir les principes du statut de Rome et nous éloigner plus encore de la vérité. Cela ne se peut. C'est pourquoi, honorable juge, pour la justice, source de paix et de réconciliation, mais aussi pour toutes ces personnes qui croient à la Cour pénale internationale, pour les Ivoiriens et toutes ces personnes qui ont souffert et qui souffrent toujours, il vous revient d'épurer les caricatures de l'accusation pour arriver à la vérité. Cette vérité qui permettra à la Côte d'Ivoire et à ses populations de retrouver leur histoire et continuer leur route. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, elles ont le regard tourné vers vous, ces populations. Elles vous font confiance pour revivifier leurs larmes et restituer l'espérance à leur patrie, cette terre de fraternité. Je vous remercie. Thank you, Madame Barouin. Président, merci. Maître Barouin. Maître Altid, je pense que nous pouvons faire la pause. Et nous reprendrons donc dans 30 minutes pour la séance suivante, la séance est levée. Malgré les